J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous célébrons le 28 septembre 2023, le Mouloud, Nabawi Sharif, tous mes meilleurs voeux de bonheur, de joie. J'espère que vous vous êtes bien retrouvés ensemble, entre vous, les familles, la famille, tout ça. Et c'est magnifiques moments de bonheur qui sont un luxe pour certains. Ils sont un luxe. Vous savez, ce genre de moments, ces retrouvailles familiales, qui sont savoureuses, c'est ce bonheur d'être avec ses proches, on mesure son importance vitale que lorsqu'on le perd. Lorsqu'on est privé de ce bonheur-là, c'est à ce moment-là on se rend compte de son importance. Profitez bien, de vos familles. Beaucoup, malheureusement, d'entre nous n'ont pas eu droit de retrouver leurs proches, de serrer entre leurs bras leurs parents et leurs enfants. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet important qui a été abordé par un expert des Nations Unies. Alors hier, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté les droits syndicaux, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association, M. Clément Nialetsoussi-Voul a animé une conférence de presse, c'était hier, mardi 27 septembre 2023. C'était le 26 septembre 2023, il a animé une conférence de presse à la fin d'un séjour de 10 jours. On n'a pas beaucoup, malheureusement, on n'a pas eu le temps. On est assailli de dossiers, on est débordé, il y a tellement de sujets, de dossiers, d'affaires qu'on doit traiter. Les moyens humains sont très limités, les moyens matériels sont encore plus limités que les moyens humains. Malheureusement, nous n'avons pas pu consacrer à cet événement toute l'importance qu'il mérite et nous n'en avons pas suffisamment parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, Monsieur Clément Nialetsoussi-Voul est un expert des Nations Unies. On appelle ça un rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Alors, c'est très important de comprendre ce que c'est qu'un rapporteur spécial des Nations Unies. Un rapporteur spécial des Nations Unies, c'est un expert des Nations Unies, un expert qui est désigné par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et qui a pour mandat de traiter de certaines thématiques qui relèvent de sa compétence. C'est-à-dire que pendant son mandat précis, une année, 2 ans ou 3 ans, il doit rendre compte, faire des comptes rendus, étudier, surveiller la situation de l'évolution de certaines thématiques liées aux droits de l'homme. Il doit donner des comptes rendus, il faire des mises en garde, où il a posé des questions, il a surveillé le comportement des États en ce qui concerne la promotion des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont divisés en plusieurs catégories, où chaque catégorie est désignée par une thématique, où chaque thématique a une personne mandatée, elle est désignée comme expert par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour suivre cette thématique-là à travers le monde entier. Il dispose d'une équipe qui travaille pour son compte pour ensuite faire des comptes rendus très précis et demander et critiquer les États, où il a leur demandé d'améliorer leur politique quand il s'agit, par exemple, de violations systématiques des droits de l'homme. Un rapporteur spécial, comme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est pas un tribunal. Ses avis ou ses réunions, il fait pas de procès. Par contre, il donne des recommandations, il fait des critiques, il exhorte les États à corriger certaines situations, il exerce de la pression. Et c'est une pression qui est diplomatique, qui est directe, parce que l'ONU, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui siège à Genève au niveau de l'Office des Nations Unies chargé des droits de l'homme, dispose des outils diplomatiques et juridiques pour faire pression sur les États. Alors, le rapporteur spécial en charge de la liberté, de la liberté d'association et de la liberté de réunion pacifique, c'est un ancien diplomate togolais. Il est originaire du Togo, il a été nommé rapporteur spécial des Nations Unies depuis pratiquement, je crois, mars 2021, si je ne me trompe pas. Laissez-moi vérifier. Alors, en mars 2018, pardonnez-moi. Auparavant, il a dirigé le service international pour les droits de l'homme et il a travaillé essentiellement durant sa vie au service de la promotion des droits de l'homme et le soutien et l'assistance pour les États qui sont en transition démocratique et qui cherchent à se doter des meilleurs instruments juridiques pour promouvoir la culture et la défense des droits de l'homme dans leur pays. Donc, Monsieur Clément Nialetsoussi-Voul a visité l'Algérie pendant 10 jours, du 16
au 26 septembre dernier. Et à la fin de son séjour, au cours duquel il a visité plusieurs villes, à Alger, Oran, Bdjaya, il a rencontré notamment plusieurs hauts responsables de l'État algérien et s'est entretenu avec des responsables des autorités judiciaires, avec des responsables des autorités politiques et sécuritaires pour parler de la situation de la liberté d'association et de la liberté de réunion pacifique qui malheureusement elle est catastrophique dans notre pays vu que le Hirak n'est plus toléré, il a été réprimé très durement par des violences policières très excessives et la liberté de se réunir n'est plus garantie dans notre pays. Donc, Jam, M. Voul, il a parlé avec les autorités algériennes et un rapport est en cours de rédaction pour qu'il soit soumis au Conseil des droits de l'homme. Et à la suite de ce rapport, l'État algérien sera soumis à une procédure. C'est pas un jugement, c'est pas un procès, mais c'est une sorte d'audition. Le représentant, l'Algérie, elle a un représentant permanent, une sorte d'ambassadeur auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, comme elle a un représentant permanent auprès de l'Office des Nations Unies à New York. À New York, il y a le Conseil de sécurité et des institutions qui sont rattachées au Conseil de sécurité, alors qu'à Genève, il y a essentiellement des institutions de l'ONU qui sont en relation avec les droits de l'homme, avec d'autres droits, les droits de l'homme notamment, ou la santé, ou d'autres volets autres que sécuritaires et politiques. L'ONU est divisée en deux, une aile à New York, une aile à Genève, avec certains organismes et organisations qui sont des filiales de l'ONU et qui sont basées dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, en prévision de ce rapport qui sera soumis au Conseil des droits de l'homme, il a animé une conférence de presse le 26 septembre à Alger, M. Clément Voul, et il a dit quelque chose de très significatif sur notre pays. Il a parlé, il était très diplomate, il a remercié le gouvernement algérien pour l'avoir accueilli, pour avoir organisé une série de rencontres, pour avoir parlé en toute ouverture de la situation des droits de l'homme en Algérie. Mais il a dit quelque chose, pour moi, qui est le nœud du problème dans notre pays et qui cause actuellement la paralysie de notre pays. Chouchka, dans sa conférence de presse, il dit que le gouvernement algérien doit maintenant s'attaquer au climat de peur, provoqué par une série d'inculpations pénales à l'encontre des individus, des associations, des syndicats et des partis politiques en vertu de lois excessivement restrictives, y compris une loi antiterroriste contraire aux obligations internationales de l'Algérie en matière de droits de l'homme. Monsieur Voul, il faut le remercier parce qu'il a résumé en une phrase tout le mal de l'Algérie aujourd'hui. Le mal de l'Algérie aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a un climat de peur. Tout le monde a peur en Algérie. Toutes les Algériennes et tous les Algériens ont peur. Il y a un climat, mais de peur. Moi, je dirais bien de terreur. Tellement il y a eu la répression qui a été terrible. Tellement l'emprisonnement s'est banalisé. Tellement les dérapages judiciaires et les dérives judiciaires se sont banalisés. Tellement il est devenu facile de placer quelqu'un en détention en Algérie, d'instrumentaliser la justice, d'exercer des pressions politiques sur la justice, d'utiliser les services de sécurité de la justice pour des règlements de compte politiques. Tellement il est devenu facile d'arrêter, d'interpeller, de torturer, de violer les droits civiques des gens et de les mettre en prison. C'est devenu tellement facile et banal que maintenant la peur s'est généralisée dans la société, au sein de la société algérienne. Personne n'a envie de parler. Là, aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. Parce que les gens ont peur d'aller en prison. Il y a eu quand même, je rappelle, pourquoi les journalistes ont peur? Parce qu'il y a eu 12 journalistes qui ont fait la prison entre 2020 et 2023 aujourd'hui. Pourquoi les gens ont intériorisé cette peur? On a rempli nos prisons. Les chiffres de 300, 400 prisonniers politiques est un chiffre qui n'a jamais été précis exact. En réalité, il y a eu des milliers de détenus politiques. Parce qu'il y a eu des milliers d'anonymes, de manifestants dans le sud du pays, à l'intérieur du pays, de simples activistes du Hirak, de simples internautes qui ont fait des commentaires, des vidéos. Il y a certaines personnes qui ont été arrêtées, placées en garde à vue, voire même incarcérées pour de simples commentaires sur les réseaux sociaux et qui n'ont absolument aucune activité politique. En termes de détenus d'opinion, on a eu des milliers. On était exactement, et on est encore toujours exactement dans la même situation que celle de l'Égypte de Sisi qui a pratiquement 60 000 détenus politiques. On a eu les 300 ou 400 personnes, ce sont des personnes qui ont été identifiées par le Comité national de liberté des détenus politiques, qui ont eu des avocats qui se sont mobilisés pour eux et dont les causes et les problèmes ont été identifiés. Plusieurs centaines d'autres personnes n'ont jamais été médiatisées parce que leurs familles ont eu peur, parce qu'on leur a dit ne parlez pas aux médias, ne parlez pas aux avocats, ne parlez pas aux défenseurs des droits de l'homme, ne parlez pas aux ONG internationales et vous allez retrouver vos enfants ou vos proches au bout de quelques semaines ou quelques mois d'emprisonnement. Et certains, effectivement, ont fait quelques semaines d'emprisonnement, d'autres ont fait plusieurs mois d'emprisonnement. C'est ce climat de peur qui paralyse l'Algérie. Les opposants ne parlent pas, les journalistes ne parlent plus,
Je ne parle pas de nous les exilés, parce que non, exilés, vous condamnés à mort, privés de nos enfants, de notre famille, et ce que nous subissons, et malgré cela, nous sommes, même à l'étranger, nous sommes une poignée de personnes à parler. Même les Algériens de l'étranger ont peur. Ils disent que je les réseaux sociaux, là je parle à un journaliste, ou là je participe à un rassemblement, ils hakmouni في l'aéroport في Alger, ou là à Oran, ou là en Bdjaya, je pourrais plus rentrer dans mon pays, je pourrais rentrer à... Et c'est vrai qu'il y a eu des Algériens de l'étranger. Oui, on a eu l'Azhar Zouaimia, on l'a fait en 2022. Il y a eu beaucoup de cas. Des cas dont personne n'en parle des fois, des femmes et des hommes qui ont été ensuite interdits de quitter le pays, qui ont été ensuite qui ont été incarcérés ou qui ont été emmerdés, les salafihom, qui ont été retenus de force par les services de sécurité, juste parce qu'ils ont participé à un rassemblement du Hirak ici en France, ou là en Europe, ou là quelque part en Europe, ou là en Amérique du Nord, qui ont été photographiés par des agents du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie. Ils ont des agents, ils sortent, ils prennent en photo des Hirakis, ou ils prennent en photo les opposants, ou là ils prennent en photo les personnes considérées comme subversives, c'est-à-dire qui critiquent le pouvoir algérien, le gouvernement, etc. Ils les affichent sur des listes au niveau de la police aux frontières, ils sont arrêtés dans les ports et les aéroports lorsqu'ils arrivent dans leur propre pays, lorsqu'ils retournent dans leur propre pays, l'Algérie. Il y a un climat de peur qui est généralisé. Le climat de peur, il a causé des dégâts à l'èche. Parce que dans un pays, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut plus proposer des solutions, on ne peut plus critiquer, où il n'y a plus de débat contradictoire, où il n'y a plus la possibilité de proposer notre alternative, où il n'y a plus la possibilité de dire certaines vérités tout en restant pacifique, tout en restant civilisé et tout en restant bien éduqué. C'est un pays qui est condamné au sous-développement, à la régression. Un pays où il n'y a qu'une seule pensée, qu'une seule doctrine, qu'un seul avis, qu'une seule façon de parler, qu'une seule façon de s'exprimer, qu'une seule vérité qui est dite, c'est un pays qui ne peut jamais avancer. Parce que c'est de la discussion que jaillit la lumière. C'est la démocratie qui crée les richesses. Choufou le classement des pays les plus riches, choufou le top des 20 pays les plus riches au monde. Et vous allez voir qu'ils sont majoritairement démocratiques, ou ils ont une culture démocratique. Les dictatures ne sont pas majoritaires dans les pays les plus riches. Mais à part le cas de la Chine, un peu de la Russie, les dérives autoritaires de la Turquie, tous les autres pays sont en train de s'enrichir. Parce qu'ils ont une culture démocratique, parce qu'il y a la liberté. Quand il y a la démocratie, il y a les libertés. Quand il y a les libertés, on peut entreprendre, on peut créer, on peut débattre, on peut discuter, on peut exister, on peut contredire, et ça crée une vitalité. Quand il y a une vitalité démocratique, il y a une vitalité économique, il y a une vitalité scientifique et technologique, et le pays se développe. C'est un constat. Choufou que depuis que l'Algérie est en train de sombrer dans la dictature la plus atroce. Regardez. Et vous allez voir, que il y a une relation directe entre le renforcement de la dictature et de l'autoritarisme dans notre pays avec le renforcement de la crise économique et de la pauvreté. À l'époque de Bouteflika, ce n'était pas une démocratie, mais ce n'était pas un système totalitaire absolu. Il y avait des marges de manœuvre, il y avait des seuils de liberté, on pouvait manifester de temps à autre, il y avait une certaine presse, il y avait une certaine marge pour la presse libre, il y avait des syndicats, il y avait quelques partis de l'opposition qui pouvaient parler, on pouvait critiquer, il y avait des médias, il y avait des soupapes, la société pouvait respirer. Et comme la société pouvait respirer, on pouvait créer, on pouvait entreprendre. Donc il y avait la vie à l'époque du régime de Bouteflika était meilleure, beaucoup moins de douleur, beaucoup moins de précarité, beaucoup moins de pauvreté, parce que le pays avait des ouvertures. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune ouverture, parce qu'il y a un climat de peur, comme le dit Monsieur Wu, le rapporteur spécial de l'ONU, qui est lié automatiquement à la problématique de la pénalisation de la vie sociale, de la vie politique. En Algérie aujourd'hui, tu as inculpé et dès que accusation, on peut utiliser la fameuse législation de 2021, la lutte contre le terrorisme, le fameux article 87 bis, dont parle aussi le rapporteur spécial de l'ONU, et qu'il dénonce et qu'il demande à l'État algérien de le changer, de le modifier clairement. Où là, ils ont fait des dizaines de lois. La spéculation, la loi contre les fake news, la loi contre la loi antiterroriste, la loi qui restreint les libertés syndicales, la loi des lois qui surveillent, qui imposent une certaine répression des partis politiques, une palette
de dérive et de dérapage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie est devenue une prison. Et cette prison, elle est à ciel ouvert. Même celui ou la celle qui n'est pas entrée en prison, elle se sent en prison parce qu'elle a profondément peur de parler, de critiquer. On a peur de parler sur les réseaux sociaux. On a même peur de parler au téléphone. On a peur de parler dans les rues. On a peur de parler dans les cafétérias. On a même peur de parler à l'étranger quand on est algérien. Vous vous rendez compte de la gravité du système, de la dictature en Algérie? Et cette dictature, elle a généré quoi? De la pauvreté, plus de chômage, de la pénurie, la cherté de la vie, la précarité. Elle n'a rien rapporté de bon. Pour une raison simple, quand il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de possibilité d'assurer le développement d'un peuple ou le bonheur d'une nation. C'est une relation sine qua non. Et l'histoire, le présent et l'avenir le démontrent. Il suffit juste d'ouvrir les yeux sur cette vérité.